Bonsoir à tous. Merci d'être venus aujourd'hui pour assister donc à cette conférence, l'impact du numérique sur l'environnement. Donc, comme vous le savez, le numérique, c'est une grande histoire avec Cobalt. C'est un sujet qu'il faut aborder sur toutes ses facettes. Et aujourd'hui, donc une facette un peu plus négative, mais à laquelle on peut trouver des solutions. J'aimerais donc me présenter, donc, comme Sarah l'a dit, donc, je suis Cassandra, chargée de mission sobriété et responsabilité numérique au sein du SPN. Donc, le SPN, c'est le réseau des professionnels du numérique, donc, qui est présent sur l'ex-Poitou-Charentes. C'est une association qui regroupe les entreprises du numérique. Et récemment, donc, on a lancé notre programme d'action sur la sobriété et la responsabilité numérique. Ça fait beaucoup de numérique, je sais. Donc, c'est un programme d'action qui vise à sensibiliser, mais surtout former et accompagner la montée en compétences des entreprises avant de débuter 2021 et toutes les contraintes qu'on pourrait avoir. Avant de commencer, j'aimerais donc vous soumettre cette première image pour un petit peu introduire le sujet. Et j'aimerais avoir votre avis. Qu'est-ce que cette image vous suppose? Quelle première idée vous avez directement à l'esprit? L'addiction, ok. D'autres avis? Ok. Ouais. Ok, donc plus vivre l'événement au travers de l'appareil, c'est ça? Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? C'est pas faux, donc tout le monde prend la même photo, ouais, c'est pas faux. Moi, ce que je voulais vous montrer au travers de cette image, c'est effectivement tout ce que vous dites, mais c'était plus pour résumer ça sur l'omniprésence du numérique aujourd'hui, et donc ce qui va découler sur notre première partie. Donc l'omniprésence du numérique. En deuxième partie, le moment fatidique pour lequel vous êtes venu aujourd'hui, connaître l'impact environnemental du numérique. En troisième partie, deux autres enjeux qui sont importants à avoir en mémoire, c'est l'impact social et l'impact économique. Et enfin, bien sûr, des bonnes pratiques pour pallier aux externalités négatives que le numérique peut avoir sur l'environnement, sur la société et sur l'économie en général. Alors, je risque de me répéter. Sur la première image qu'on a vue, on peut résumer le numérique directement avec les téléphones. Sauf que le numérique, ce n'est pas simplement les terminaux qu'on a dans nos mains, donc ce n'est pas simplement les smartphones, les tablettes, les PC ou les objets connectés comme des montres connectées. C'est en amont toute une infrastructure qui est nécessaire pour qu'on puisse communiquer, pour qu'on puisse échanger des données. Et donc ces infrastructures qui se trouvent en amont, c'est les réseaux de câbles, par exemple, les réseaux pour la fibre, les équipements réseau, donc type box Internet, et bien sûr donc les serveurs. Donc il y a une multitude d'équipements qui nous entourent, qui sont liés au numérique. Et il faut apporter une vision qui est assez large sur ces équipements, une vision qui se fait sur l'ensemble du cycle de vie. Le cycle de vie, ça va comprendre donc la production, donc l'extraction des ressources, la fabrication, la distribution, la commercialisation des équipements, l'utilisation, et après, donc, bien sûr, la gestion de fin de vie. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a une multitude d'équipements, donc l'omniprésence du numérique dans nos vies. Pourquoi cette omniprésence? Parce que le numérique est transversal. Je pense qu'on l'a tous vécu pendant les mois de confinement. Le numérique, ça nous a servi pour communiquer, pour nous divertir, pour nous former et aussi pour nous éduquer, oui. Donc ça nous a servi pour pallier à ces moments d'ennui, de fractures sociales, où on avait besoin de communiquer, d'échanger avec tout le monde. Et le numérique, ça facilite la vie, on est tous d'accord sur ça, parce qu'on peut avoir accès à des services, des produits beaucoup plus facilement. Donc, ça nous facilite la tâche. Et il y a aussi une accélération des processus. Sur cet exemple-là, on peut parler, par exemple, des services administratifs, aujourd'hui, auxquels on peut avoir accès plus rapidement. Par exemple, régler une carte grise aujourd'hui, il n'y a plus besoin d'aller à la préfecture. Vous pouvez le faire depuis chez vous. Donc, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile.
au sujet de l'omniprésence, j'aimerais avoir votre avis. En moyenne, selon vous, en Europe occidentale, combien d'équipements numériques un individu possède? On a 3 réponses possibles. On a la réponse A, 5,6 appareils, la réponse B, 8,9 appareils, ou la réponse C, 11 appareils. Je vous laisse le temps de réfléchir. Qui dirait la réponse A? On a une personne. La réponse B, un peu plus de personnes. Et la réponse C, on n'a personne. Donc effectivement, c'était la réponse B. Il faut savoir qu'en Europe occidentale, donc c'est une moyenne qui a été faite par l'ADEME pour 2021, on est à 8,9 appareils par personne en moyenne. La réponse A correspondait à la moyenne de 2016, donc avec 5,6 appareils. Et la réponse C, ça correspond à la moyenne aux États-Unis en 2019, donc selon Deloitte. Un autre chiffre qui peut être plus impactant, c'est le nombre d'objets connectés qu'on peut trouver en 2018. On était à 15 milliards d'objets connectés, donc enceintes connectées, téléconnectées, montres connectées. Et l'ADEME estime ce chiffre à 46 milliards pour 2030, donc c'est en triplant le chiffre actuel. Et donc, sur cette multitude d'équipements, vous pourrez me dire, donc c'est tout là que l'impact du numérique sur l'environnement commence, mais vous pourrez me dire, bien sûr, le numérique, c'est immatériel, c'est invisible, je ne vois pas comment ça pourrait impacter l'environnement. Et ça, c'est là le premier jugé qu'on peut avoir, parce que le numérique, comme je vous l'ai dit, ça nécessite des équipements, des infrastructures et des câbles, et donc une production en amont. Et donc l'impact environnemental, ça va se découper en 2 phases. La première phase, ça va être la production, qui représente 45% de la consommation énergétique totale du secteur du numérique, selon The Shift Project, donc, qui est un think tank français qui étudie la question, et 55% qui est alloué à l'utilisation. Pourquoi la production Donc là, on avait, par rapport à la consommation énergétique totale du secteur, on a d'autres postes de consommation qu'on peut voir. Le numérique, c'est 0,2% de la consommation, 0,2% de la consommation d'eau mondiale. On est à peu près à 4% des émissions de gaz à effet de serre. On compare souvent ce chiffre-là à l'émission qui est faite par l'aviation civile. L'aviation civile, il faut compter 2,8% des émissions de gaz à effet de serre. Donc le numérique pollue plus. Et on est à 10% de la consommation d'électricité mondiale. Pourquoi la production ? Eh bien, la production, pour les équipements qu'on peut avoir dans nos mains aujourd'hui, comme l'ordinateur juste ici, ça a besoin de ressources, ça a besoin d'être transformé. Par rapport aux ressources, ce sont des ressources abiotiques. Ce qu'on appelle des ressources abiotiques, c'est des ressources qui sont extraites, c'est des minerais rares, qui sont extraits le plus souvent en Afrique. Ça correspond souvent à du cobalt, du coltan, vous avez de l'or, il y a du cuivre, donc c'est assez divers, mais c'est des ressources qui sont en quantité limitée. Ces ressources, elles sont ensuite traitées avec des produits chimiques, puis elles sont aussi nettoyées, donc d'où les 0,2% de la consommation d'eau mondiale. Et enfin, il y a besoin d'électricité pour les équipements qui serviront à transformer les ressources pour avoir bien sûr l'appareil à la fin. Un exemple que j'aime bien utiliser pour illustrer cette idée, c'est l'exemple de la fabrication d'un ordinateur portable. Aujourd'hui, on peut avoir des ordinateurs à peu près en moyenne de 2 kg. Et sauf qu'en amont, il y a des ingrédients nécessaires pour sa fabrication qu'on peut voir donc juste ici. Un ordinateur de 2 kg, ça nécessite 800 kg de matières premières, donc les ressources abiotiques dont on a parlé juste avant. Il y a besoin de 240 kg de combustible fossile, 22 kg de produits chimiques et 1,5 tonne d'eau, donc les 0,2% de la consommation d'eau mondiale. Donc c'est beaucoup. Il y a une autre vision qui est souvent utilisée, c'est la vision à 30 ans, qui a été développée par Frédéric Bordage, qui est un expert européen sur la question, sur le numérique responsable. Donc c'était une comparaison qui faisait si dans 30 ans on gardait la croissance de l'utilisation du numérique, mais aussi de la production des équipements,
c'est d'avoir donc dans 30 ans le choix entre le dernier téléphone à la mode, donc le dernier smartphone à la mode, ou la possibilité de passer un IRM à l'hôpital. Donc c'est une vision un petit peu très pessimiste, mais ça permet aussi d'avoir en mémoire l'impact que le numérique peut avoir sur l'environnement. Vient ensuite donc l'utilisation, les 55% restants sur la consommation énergétique du secteur. Ici aussi, on peut toujours dire que le numérique, c'est invisible, c'est dématérialisé. Cette idée, en fait, elle est due au fait que le numérique est souvent associé à l'activité de dématérialisation. Quand on dématérialise quelque chose, c'est par exemple quand on va avoir sa fiche de paye disponible en ligne plutôt que de la recevoir par courrier. Sauf qu'ici, en fait, on va faire l'opposition entre un document matériel et un document digitalisé. Donc, c'est une donnée digitalisée qui va être créée et non pas donc, une donnée matérielle. Et pour le coup, cette donnée digitale, en fait, elle va être stockée en permanence, puisque vous allez devoir y avoir accès quand vous voulez. Et c'est là que commence l'impact environnemental vis-à-vis de l'utilisation. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est à 4,5 milliards, à peu près, 4,5 milliards d'utilisateurs sur les équipements numériques. Il y a 3,48 milliards de personnes pour les réseaux sociaux. Et à savoir que ce chiffre-là, il est en constante croissance. On est à une croissance de 9% par an, selon l'ADEME. Et en fait, c'est un cercle vicieux qui va se créer. Plus il y aura des consommateurs, plus il y aura des utilisateurs des équipements numériques, plus il va falloir leur proposer donc, des équipements qui ont avec. Plus ça va croître, plus les équipements vont devoir être performants. Et donc nécessiter plus de ressources pour les fabriquer. Pour vous illustrer cette idée, j'ai pris l'exemple de 1 minute d'Internet. Ça représente 171 millions de mails échangés. Il y a 42 millions de mails envoyés au travers des applications de messagerie instantanée de type Messenger, WhatsApp. Vous avez 3,3 millions de contenus sur Facebook, donc que ce soit des posts écrits, que ce soit des posts photos, vidéos. Et vous avez 2,3 millions de requêtes qui sont faites, donc par exemple pour charger un site internet, pour faire une recherche sur Google. Et chaque petite action, en fait, ça va générer du CO2. On estime, par exemple, pour les mails, on est entre 0,3 grammes et 4 grammes de CO2 générés selon la taille du mail, bien sûr. Par exemple, pour Google, c'est une moyenne de 0,2 grammes qui sont générés pour une recherche. Donc, par exemple, quand on dit pourquoi mon chat fait pipi sur le canapé, il y a 0,2 grammes qui sont générés de CO2 qui sont générés. Une autre illustration, donc pour vous expliquer clairement pourquoi les actions qu'on va avoir au travers du numérique avec l'utilisation, ça peut impacter. Il y a le Shift Project, que je vous ai parlé précédemment, qui a effectué une étude sur l'utilisation des vidéos en ligne en 2018. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont calculé la part que les vidéos représentaient sur l'usage, sur l'utilisation sur Internet. Ils en sont arrivés à 80%. Donc, que vous avez donc juste ici, donc les 80%, 60% pour les vidéos en ligne et autres vidéos qui représentent 20%. Sur les vidéos en ligne, on a bien sûr donc, la vidéo à la demande, donc de type Netflix, MyCanal, Disney+. On va avoir les contenus pornographiques avec 27%. On va avoir les contenus tubes, donc qui représentent les clips musicaux. Et on va avoir 18% correspondant à autres, qui vont être les vidéos qui sont sur les réseaux sociaux. Donc Facebook, Instagram, Twitter ou autres. Les 20% restants correspondent à tout ce qui va être visio de télémédecine, de visioconférence, donc de type Skype ou Zoom. Et bien sûr, les 20% autres correspondent à d'autres usages que la vidéo, comme la recherche documentaire sur Internet, la recherche d'informations ou autres, bien sûr. Ce qu'ils ont fait, après avoir comptabilisé le pourcentage des vidéos sur l'utilisation, ils ont mesuré pendant une année ce que pouvait représenter l'impact de ces vidéos.
Je ne vais pas vous expliquer leur méthode de calcul, elle est assez compliquée. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont déterminé une moyenne de temps sur laquelle il y avait une quantité de CO2 qui était générée. Donc, c'est-à-dire que sur une minute, il y a tant de CO2 qui est généré pour le visionnage d'une vidéo. Ils ont compilé tout ça dans le graphique qui est juste ici, au travers des différentes catégories, et ils en sont arrivés à 305 millions de tonnes de CO2 générées juste pour les vidéos, sur un an. Donc ça, c'était en 2018. Si vous voulez comparer un petit peu le total qui a été obtenu, 305 millions de tonnes de CO2, c'est un tout petit peu moins que ce que génère l'Espagne en gaz à effet de serre pour une année. L'Espagne, ils sont à peu près à 310 millions de tonnes de CO2. C'est assez grand, ouais. Il y a une autre comparaison qui peut être faite. Internet est souvent comparé à l'échelle géographique. Et quand ils font la liste des pays les plus pollueurs par rapport à leurs émissions, Internet représente le 5e pays le plus pollueur. Donc bien sûr, après les États-Unis, la France ou autre. L'Europe, pardon. Cette pollution, elle s'explique principalement par l'infrastructure. L'infrastructure qui est derrière, c'est des data centers. Pour les personnes qui ne savent pas, un data center, donc c'est un établissement physique dans lequel vous avez une centaine d'ordinateurs qui fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour permettre les échanges d'informations, le stockage d'informations. Donc, comme vous le voyez ici, alimenté 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En termes de consommation d'électricité, vous avez 40% qui sont alloués à la climatisation, parce que ces data centers, ça chauffe. C'est des petits ordinateurs qui sont empilés les uns sur les autres. Je pense que vous avez déjà vu chez vous, quand vous utilisez votre PC, il a tendance à chauffer quand vous lancez beaucoup de requêtes. Et bien là, c'est pareil. Sauf que là, ils sont empilés les uns sur les autres et ça a besoin de climatisation en permanence, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc 40% de la consommation d'électricité des data centers et les 60% qui sont alloués, bien sûr, pour les faire fonctionner. Ici, on a une comparaison de un data center, c'est égal à la consommation électrique moyenne d'une ville de 100 000 habitants. Et en France, on compte à peu près 180 data centers, donc des infrastructures physiques dans lesquelles vous avez les centaines d'ordinateurs, qui correspondent à 8% de la consommation électrique de la France, et donc ce qui est égal à la consommation électrique de la ville de Lyon. Donc là, on a vu l'impact que pouvait avoir le numérique sur l'environnement. Il faut savoir, comme je vous l'ai montré lors du sommaire, qu'il y a 2 autres impacts. L'impact social, donc ici, qui se fait sur 2 phases également, les mêmes phases qu'on a vues précédemment, la phase de production et la phase d'utilisation. Pourquoi la phase de production ? Eh bien, c'est principalement lié aux conditions de travail qui sont mises en place dans les entreprises, si on peut appeler ça des entreprises. Je peux vous prendre par exemple le Congo actuellement qui vit des conditions assez terribles par rapport à la gestion des terres. Les ressources se sont situées dans des mines artisanales, donc pas forcément déclarées au niveau de la loi, et ce sont des groupes armés qui mobilisent et qui exploitent ces mines artisanales. Et bien sûr, à côté, par rapport aux conditions de travail, elles sont insalubres, dangereuses. Parfois, c'est le travail de femmes enceintes ou d'enfants qui est mis en place. Par rapport à l'utilisation, on va faire référence ici à l'accessibilité des équipements numériques. Je pense que vous avez dû en entendre parler. Pendant le confinement, il y a eu des personnes qui n'ont pas pu avoir accès à des équipements numériques, donc qui ont vécu une fracture sociale, notamment par rapport aux familles qui n'ont pas pu s'équiper pour l'école à la maison, par exemple. Et ici, on parle d'électronisme. Électronisme, donc, c'est un terme qui a été créé entre la jonction de illettrisme et électronique, et ça définit l'incapacité des personnes à utiliser donc, les équipements numériques, les équipements informatiques, tout d'abord parce qu'il y a un manque de formation, parce que les équipements sont beaucoup trop sophistiqués et que derrière, il n'y a pas la capacité d'apprendre aux personnes comment les utiliser. Et il y a aussi le manque de moyens pour avoir donc, accès à ces équipements.
Pour le dernier impact, donc l'impact économique, ici on peut avoir également deux visions. Ce seront donc un enjeu par rapport aux consommateurs et il y aura aussi l'enjeu pour les entreprises. Par rapport aux consommateurs, on parle souvent d'obsolescence programmée en proposant des produits toujours plus innovants avec une performance accrue. Ça pousse les personnes à vouloir se diriger vers ces nouveaux équipements. Je pense par exemple au dernier iPhone qui est sorti et qui est compatible 5G. La 5G, c'est une autre question qui se pose, mais qui peut quand même avoir une notion ici. En intégrant la 5G, par exemple, il va falloir renouveler tout un parc téléphonique, puisque aujourd'hui, je prends l'exemple de la France, les téléphones ne sont pas compatibles 5G. Donc ça veut dire qu'il y aura des millions d'équipements de téléphones, de smartphones qui vont devoir partir à la poubelle, on va dire, ou être recyclés, bien sûr, pour pouvoir s'équiper avec des nouveaux équipements. L'enjeu pour les entreprises, il y a différents points qu'on peut aborder. On va tout d'abord avoir le recrutement. Le fait d'intégrer l'impact environnemental du numérique, donc d'intégrer des démarches pour pallier à cette externalité négative, c'est que ça va attirer de nouveaux talents. Les jeunes diplômés, aujourd'hui, ils sont plus aptes à se diriger vers des entreprises qui ont des valeurs, qui sont beaucoup plus respectueuses de leurs salariés, de l'environnement, mais aussi de la société. Par rapport au développement et à l'innovation, en adoptant des démarches nouvelles pour un numérique autrement, ça va permettre aux entreprises de se diriger vers de nouvelles innovations en faisant plus avec moins, ce qu'on appelle de la low-tech. Donc, c'est utiliser des techniques qui sont économiques, accessibles à tous et qui remet l'utilisateur en fait au sein du produit ou du service qui est proposé. Vous avez la valorisation de marché. Alors ici, je vais vous prendre un exemple. En région Nouvelle-Aquitaine, aujourd'hui, il y a un dispositif qui s'appelle l'échec transformation numérique. L'échec transformation numérique, ça va permettre aux entreprises qui veulent se digitaliser d'avoir une aide pour mettre en place un nouveau système. Aujourd'hui, ce dispositif, il valorise à 50% les projets pour les projets, on va dire, habituels lambda, et à 80% de taux d'intervention pour les projets qui vont mettre en place une démarche éco-responsable, numérique responsable, donc réduire l'impact du numérique sur l'environnement. Et bien sûr, donc, le dernier point, sanction pollueur-payeur. En Europe, aujourd'hui, la Commission européenne travaille sur la question du numérique et notamment des GAFA par rapport à leur respect des normes RGPD pour les utilisateurs qui sont situés en Europe, par exemple. Du coup, je peux concevoir que tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, ça culpabilise un peu. Moi-même, j'ai acheté mon PC il n'y a pas longtemps et je n'avais pas encore conscience de l'impact du numérique sur l'environnement. Maintenant, je culpabilise un peu. Mais il y a quand même des bonnes actions qu'on peut mettre en place. Déjà, c'est de se remettre en question par rapport au numérique. Est-ce que l'aspect qu'on a par rapport au numérique, il y a une finalité? Est-ce qu'il y a un bon sens? Est-ce que ce qu'on fait aujourd'hui avec notre téléphone, notre PC, ça sert à quelque chose? Est-ce qu'il y a une finalité qui va vous servir réellement? Et c'est des questions qu'il faut se poser tout au fil du cycle de vie, donc, que je vous ai parlé précédemment, par rapport aux matières premières qui sont utilisées, par rapport à la fabrication, au transport, à la distribution, à l'utilisation surtout, et à la fin de vie ou à la valorisation qu'on peut apporter aux équipements pour qu'ils rentrent dans un autre cycle de vie. Ça, moi, ce que j'aime bien faire, c'est le résumé avec les 4 R que vous avez juste à côté. C'est repenser, réduire, recycler et réutiliser. C'est une approche qu'on peut avoir donc au travers de 2 actions par rapport à l'acquisition d'équipements, mais aussi par rapport à l'utilisation. Pour ce qui est de l'acquisition des équipements, c'est réfléchir à l'achat et aux besoins qu'on va avoir quand on va acheter un nouvel équipement. Est-ce qu'aujourd'hui, j'ai besoin d'avoir le dernier iPhone
le dernier PC en vogue si c'est que pour faire de la bureautique. Ça va être d'augmenter le temps de renouvellement. Aujourd'hui, il faut savoir qu'en France, le temps de renouvellement pour un smartphone, c'est compris entre 24 mois et 18 mois. Même s'il fonctionne toujours, la plupart des gens vont vouloir le changer parce qu'il y en a un qui est sorti récemment. Ça va être de se diriger vers des appareils reconditionnés qui sont moins chers et qui réutilisent ceux qui sont dédiés à être détruits, ou bien de se diriger vers des appareils éco-responsables. Donc les appareils éco-responsables, ça va être par exemple Fairphone, je ne sais pas si vous connaissez. Ça va être par exemple les ateliers du bocage, donc qui mixent un petit peu les appareils reconditionnés et les appareils éco-responsables, puisqu'il y a de la réinsertion professionnelle qui est faite derrière. Il y a des équipements qui sont labellisés. Et donc là, il y a la traçabilité de l'équipement qui valorise un peu plus l'appareil en finalité. Par rapport à l'utilisation, eh bien, c'est réfléchir à l'usage qu'on peut avoir. Est-ce que j'ai besoin de partager la photo que je viens de voir sur Facebook alors que la personne à laquelle je veux lui montrer est juste à côté de moi? Ça, c'est comme l'histoire de s'envoyer un message alors qu'on est dans la même pièce. Ça va être de privilégier les modes sombres. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, sur les téléphones, vous avez la possibilité de mettre votre téléphone en mode sombre. Au lieu qu'il soit que l'ensemble du système d'exploitation soit blanc, vous pouvez l'avoir en noir. Donc déjà, c'est plus agréable pour les yeux pour certaines personnes. Et puis, ça consomme moins d'énergie. Privilégier le réseau Wi-Fi plutôt que le 4G. Le Wi-Fi est moins consommateur que le réseau 4G. Privilégier le stockage sur disque dur plutôt que cloud, puisque vous allez en stockant sur un cloud, vous allez demander au data center de le stocker en permanence, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Faire le tri régulièrement. Sur cette phase-là, ce que j'entends, c'est supprimer les données dont vous n'avez pas besoin. Par exemple, le 16 septembre dernier, avec ma collègue juste derrière, on a organisé un Cyber Cleanup Day qui avait vocation de trier les données digitales que vous pouvez avoir. Donc, que ce soit des mails, que ce soit des fichiers vidéo, photos que vous pouvez stocker sur votre téléphone, sur votre PC, qui ralentit forcément l'équipement, mais aussi qui encombre peut-être les data centers. Et une petite dernière bonne pratique qu'on peut mettre en place, c'est désactiver la lecture vidéo automatique sur les réseaux sociaux. Donc que ce soit Facebook, YouTube ou autre, je pense qu'il y a des vidéos qu'on n'a pas forcément envie de voir, mais qui se lancent toutes seules et qui demandent du coup à l'application, au serveur derrière, de générer la lecture automatique. Pour vous donner un petit peu des pistes sur ce qui existe déjà, il y a des outils, des initiatives et des acteurs qui sont impliqués dedans. En termes d'outils, vous avez Ecosia, donc, qui est une alternative au moteur de recherche de Google, qui compense en fait les recherches qui sont faites avec la plantation d'arbres. Donc, c'est-à-dire un tel niveau de recherche, il me semble que c'est 35, vous avez un arbre qui est planté. Vous avez CleanFox, qui est une application à installer sur votre équipement, qui va permettre d'analyser votre boîte mail et de cibler toutes les newsletters qui ne sont pas lues et qui va vous suggérer de vous désabonner et de gérer le désabonnement par derrière. Donc vous avez le Cyber Cleanup Day, donc, créé par l'INR et l'association World Cleanup Day, donc, que je vous ai parlé juste avant. Et vous avez Carbonalizer, donc, qui est un plugin à installer sur votre navigateur qui va vous permettre d'avoir une vision sur votre navigation en ligne. Donc, c'est-à-dire, il va vous sensibiliser par rapport à ce que vous faites en ligne au travers d'une comparaison en termes de nombre de téléphones rechargés par rapport à votre activité, le trajet qui aurait pu être effectué en voiture par rapport à votre activité, l'émission de gaz à effet de serre, etc. En termes d'acteurs, vous avez donc le Shift Project juste ici, dont je vous ai parlé récemment. Donc, c'est un think tank français qui parle de l'environnement en général et qui a pas mal de rapports en lien avec le numérique. Vous avez La Rochelle Université qui propose une formation numérique responsable de 2 jours.
Vous avez Acclimatera, donc, qui est une association qui a été créée l'année dernière, il me semble, suite au projet Néoterra de la région, et qui aujourd'hui a plusieurs cahiers thématiques, dont un dédié au numérique et que l'ESPN fait partie, qui a pour objectif en fait de nourrir et d'orienter la réflexion politique sur la relation entre le numérique et l'environnement. Vous avez l'Institut numérique responsable, donc, qui était créateur du World Cleanup Day, qui est également un think tank français, qui s'oriente principalement vers le grand public avec des webinaires, des conférences, des MOOC gratuits, donc des cours en ligne. Et bien sûr, donc, vous avez l'ESPN, donc je vous en ai un peu parlé au début. On a un programme d'action donc, dédié sur la question. Et aujourd'hui, donc, on amorce ça avec les entreprises adhérentes du réseau pour les former, pour les sensibiliser, les former et bien sûr accompagner leur montée en compétences pour qu'elles aussi, elles aient ce rôle pour réduire l'impact du numérique sur l'environnement. Donc on arrive en fin de cette conférence. J'aimerais savoir si vous avez des bonnes pratiques concernant le numérique et l'environnement, ou si vous avez bien sûr des questions. Qu'est-ce que vous pensez des data centers labellisés éco-responsables? On en est où? Ça se dirige vers quoi? Alors, il y a beaucoup c'est une notion qui commence à se développer. Il y a plusieurs entreprises en France qui commencent à développer le concept. Il y a deux notions qu'on peut mettre en valeur. C'est d'abord la souveraineté numérique. Le fait que nos données aujourd'hui, par exemple, si elles sont sur des data centers éco-responsables ou responsables, c'est qu'elles ne vont pas être stockées aux États-Unis, en Chine ou autre. Donc il y a déjà cette notion-là qu'on peut mettre en valeur, que ces données nous appartiennent un peu plus que si elles étaient sur des data centers comme Google, Facebook ou autres. Et après, en termes de construction, je ne pourrais pas vous dire, c'est une notion qui est assez récente. Je pense que c'est quand même une bonne idée. Vous avez des data centers qui sont conditionnés pour avoir la chaleur qu'elles émettent recaptée pour pouvoir être allouée à autre chose. Il me semble qu'en région parisienne, vous avez des data centers qui sont situés près d'une piscine publique pour pouvoir la chauffer. Il y a un projet qui va sortir à Paris sur le même système, à Marseille également. Donc c'est peut-être une solution pour pallier à toutes ces externalités négatives. Il y a aussi toute la conception au départ des sites internet. Enfin, je sais que là, nous, on a par exemple la fondation EDF a créé a recréé un site internet et a fait attention à ne pas mettre trop de vidéos, à avoir des couleurs assez neutres, je crois. Enfin, voilà, et j'avais entendu dire aussi que certains calculateurs, il y a des entreprises informatiques qui diminuent le nombre de calculs parce qu'en fait, on a plein de calculs qui génèrent en fait de la consommation et qui servent à rien, qui peuvent être simplifiés. Et on peut travailler là-dessus apparemment aussi. Ouais, par rapport au site internet, c'est ça? Oui. Oui, donc ça fait référence à l'éco-conception. Et donc pour le coup, les personnes qui vont développer les sites internet vont minimiser en fait leur codage, parce que c'est un codage qui est mis en place pour développer le site internet, donc ce qui va générer moins de requêtes, donc ce que tu disais, moins de requêtes sur les serveurs et donc moins de consommation électrique par la suite. Effectivement. Et ce qui est bien aussi par rapport à l'éco-conception, c'est que il y a aussi l'accessibilité qui est prise en compte par rapport, par exemple, aux personnes malvoyantes. C'est plus agréable pour elles d'être sur un site qui réponde à leurs besoins, voilà. Donc que ce soit le daltonisme ou autre, il y a des couleurs qui ne sont pas vues par tout le monde et il y a des entreprises qui mettent ça en place, notamment avec des outils de test d'accessibilité pour comparer
leur site actuel et comment les personnes, par exemple, qui ont un daltonisme, voient leur site. Et après, ça leur génère des modifications, des préconisations à mettre en place. Concernant l'accompagnement, vous avez parlé, et d'ailleurs merci pour la présentation, vous avez parlé de l'accompagnement des entreprises du SPN sur ces notions-là. Donc concrètement, qu'est-ce que vous faites? Et puis comment ces entreprises reçoivent cette question-là? Parce que le propre finalement de leurs recettes, c'est notamment toute la croissance de l'activité sur la dimension numérique. Donc comment gérer aussi cette ambivalence en fait entre l'objet même du travail et des recettes et la croissance de ce que vous avez expliqué. Donc pour répondre à votre première question, le SPN, donc comme je vous l'ai dit, on a sorti notre programme il y a un mois à peu près. Ça se découle sous format d'ateliers, de formation, d'échanges avec des experts, d'échanges avec les autres entreprises. Par exemple, le 4 novembre prochain, on fait un atelier avec un expert, donc, qui est Vincent Courboulet, qui est enseignant-chercheur à l'Université de La Rochelle et directeur scientifique de l'Institut numérique responsable. Donc pendant toute une après-midi, il va exposer en fait la question aux entreprises qui participeront. Ça leur permettra d'échanger avec lui, avec les autres entreprises. On propose également des fresques du numérique. Les fresques du numérique, c'est des ateliers de 3 heures qui a pour objectif de former les entreprises à la question de l'écologie et du numérique. Donc d'échanger avec l'animateur qui est expert sur le sujet, d'échanger avec les entreprises, les autres entreprises participantes pour trouver les solutions, pour trouver les bonnes pratiques selon leur secteur d'activité, selon leur activité aussi. Parce qu'au SPN, vous avez un type d'adhérent qui est assez diversifié. Et donc, cette question-là, en fait, elle va s'appliquer différemment à chacun. On va avoir des développeurs web où on va plus leur proposer des formations d'éco-conception parce que c'est ça qu'elles ont besoin. On va avoir... je n'ai pas du tout d'exemple. On va avoir des formations un peu plus générales sur la question en décembre avec Vincent Courboulet notamment. Donc pendant 2 jours, ça va être une formation qui vont leur permettre de maîtriser le cycle de vie de leurs équipements, de leurs services et de leurs produits numériques. Ça va leur permettre également d'avoir accès à une méthodologie et à des solutions pour pallier aux externalités et à l'impact qu'elles peuvent avoir sur l'environnement et sur la société. Et sur votre deuxième question, il y a tout un enjeu pour elles, puisque c'est quand même démontré que leur cœur de métier aujourd'hui, il faut pas le transformer, mais l'adapter avec un nouveau mode de consommation, des demandes et des besoins par rapport aux consommateurs, par rapport aux clients qui sont différentes, et par rapport à une législation aussi qui vise à évoluer. On leur demande pas de faire on leur demande pas de transformer la façon dont ils font leur métier, mais de l'aborder sous un autre angle, beaucoup plus responsable, plus sobre, et qui leur permettront de trouver un nouveau développement, de nouvelles innovations. Donc, comme j'ai pu le montrer, parce que c'est en cherchant ces nouvelles pistes qu'elles vont dégoter un nouvel avantage concurrentiel, par exemple. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non, je pensais à un sujet, parce que dans les chiffres que tu as présentés, ce qui est le plus impressionnant, c'est la partie vidéo. Ouais. En gros, plus de 3/4 de la consommation, c'est les vidéos. Et quand on regarde une vidéo, souvent, elle est téléchargée en haut débit, ouais. si on a un débit suffisant, alors que on va l'ouvrir dans sa petite fenêtre YouTube, etc. Donc, par exemple, là-dessus, est-ce qu'il y a des systèmes qui permettraient, par défaut, d'être sur du bas débit La plupart du temps, déjà, on ne voit pas la différence. Ouais. Et puis, même si on la voyait, est-ce que c'est vraiment grave
je pense que beaucoup de vidéos qu'on regarde, on n'aurait pas besoin d'une super qualité d'image. Et puis en plus, la plupart du temps, on ne voit pas la différence concrètement. Et c'est vrai aussi pour les box. Enfin, je vois à la maison, quand on enregistre quelque chose, par exemple, j'ai une Freebox sur la box, on enregistre. On peut choisir de basculer, enregistrer en bas débit plutôt qu'enregistrer en normal, qui est du haut débit. Et la taille du fichier est 2 fois plus petite. Donc ça peut dire autant de données d'échanger en moins. Ouais. Je sais que par exemple sur YouTube, tu as la possibilité de mettre la lecture des vidéos en bas débit automatiquement. Donc il faut la choisir quand tu regardes une vidéo et après ça s'applique automatiquement. Oui, mais tu peux le faire au niveau du paramètre de ton compte, pas juste à chaque vidéo, parce qu'en fait c'est ça qui est un peu pénible. Moi je sais que quand je le fais sur une vidéo, ça le fait sur les autres. Okay, ouais. Quand tu vas uploader, quand tu vas télécharger une vidéo sur YouTube, donc pour la publier, il y a un logiciel qui existe, ça s'appelle Handbrake, qui permet en fait de compresser ton fichier pour le réduire. Donc c'est un logiciel qui est normalement utilisé pour compresser les vidéos pour les DVD, donc pour les inscrire sur les CD à l'ancienne. Et par exemple, une vidéo de 135 gigas, par exemple, elle va être réduite à 1 giga, par exemple. Et ça ne va pas perdre dans sa qualité, parce que tu vas paramétrer les choses. Et après, par exemple, sur la définition des vidéos sur les réseaux sociaux, par contre, là, il n'y a pas la possibilité de changer, il me semble. Tu peux désactiver la lecture automatique, mais sur la qualité de la vidéo, ça, je ne pourrais pas te dire. Et par rapport aux box, il me semble que la box en veille, c'est 15% de la consommation d'énergie sur ta facture d'électricité. Donc la couper quand tu n'es pas chez toi, c'est pas mal aussi. S'il n'y a plus de questions, je voulais vous remercier d'être venu aujourd'hui. Et puis si vous avez d'autres questions, on peut en discuter après la conférence.